entre nos deux webinaires. Je trouvais que c'était un bon moyen et qu'il fallait impérativement joindre les deux expérimentations. Alors nous, on était une petite centaine, même une centaine de personnes à peu près autour d'un sujet très précis. Le sujet très précis parce que je suis scientifique, moi je dirige un labo à l'école de design Nantes Atlantique et je préside également l'AFNOR, la commission d'accessibilité à l'AFNOR. Et en fait, on avait une question. On avait une question et vous allez sans doute pouvoir l'éclairer. Parce que, en fait, avec la situation sanitaire, Covid, mais d'ailleurs n'importe quelle autre situation sanitaire, hein, si je puis dire, euh, on a eu un souci, c'est que les personnes déficientes visuelles ne peuvent pas toucher, tout simplement, les œuvres. C'est-à-dire que d'un seul coup, alors on a travaillé avec la France et les États-Unis, et d'un seul coup, on a coupé l'accès à l'œuvre. C'est-à-dire qu'on a dit, ben voilà, maintenant, décider quasiment manu militari, c'est trop dangereux, on coupe. Et c'est vrai que quand j'ai soumis ça à Moad, et j'attends que vous rebondissiez là-dessus, il me dit, mais ça, c'est aussi un problème de décision politique. C'est-à-dire que là, ce qu'on a fait, c'est un appel du 18 juin. L'appel du 18 juin, c'est quoi? C'est de dire, eh bien, le tactile est quelque chose de nécessaire pour enrichir l'expérience des musées, et pas seulement pour les personnes déficientes visuelles, d'ailleurs, ça peut être aussi pour tout le monde. Et donc, au lieu de peut-être tout couper manu militari, commençons à intégrer une réflexion beaucoup plus en profondeur sur des dispositifs tactiles, sur des matériaux, sur de l'innovation, et surtout, ne coupons pas les musées du toucher qui renverraient les musées au 19e siècle. Voilà pour comment on a posé la problématique, qui n'est pas que nationale d'ailleurs, qui est mondiale. Et donc, je comptais sur votre webinaire et votre expérience. Je vous soumets cette idée. Et maintenant, comment vous la prenez du point de vue de la décision publique, justement? En quoi cela vient illustrer peut-être la décision publique? En quoi, voilà, je viens finalement plus avec une problématique qu'avec des réponses à vos questions. Ben alors je rebondis, mais à plusieurs titres, parce que bon, moi, déjà étant déficient visuel, voilà, je ne peux pas faire comme si le toucher n'évoquait rien pour moi, à la fois dans la médiation culturelle, mais plus largement, et notamment dans cette période où la distanciation physique est la norme. Donc, je sais que c'est compliqué pour bon nombre de déficients visuels qui ont une activité professionnelle ou en tout cas veulent reprendre une vie normale, si je puis dire. Ça, c'est la première chose. Et je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, pour faire le parallèle avec la décision publique, il y a très peu de considération, en tout cas sur cet enjeu des sens et de la nécessité d'utiliser ces sens dans son quotidien. Alors, c'est probablement lié à un manque de connaissances et d'informations des gens qui ont pris la décision. Mais aujourd'hui, c'est très, très problématique parce que, effectivement, d'expérience, quand vous demandez à quelqu'un de lui prêter son bras pour traverser la rue, c'était déjà pas simple avant, ça l'est encore plus aujourd'hui. Heureusement, en faisant preuve de pédagogie, c'est pas de doute sur la capacité, finalement à expliquer, mais c'est pas simple. Et sur la médiation culturelle, avant de laisser la parole à Gilles, c'est que finalement, on a eu une vraie avancée dans les musées, dans les différents lieux culturels, et il ne faudrait pas, en plus de l'isolement social qu'a pu créer le confinement parfois, en plus du manque parfois d'accessibilité dans certains lieux, qu'on en revienne finalement à quelque chose de très catégorique. Et je pense que comme on l'a déjà fait par le passé, je le disais tout à l'heure, on peut aujourd'hui s'inspirer des personnes en situation de handicap pour repenser de nouvelles manières de faire de la médiation culturelle. Alors ça passe par la technologie, la réalité augmentée, des solutions qui vont permettre soit de pallier la difficulté, soit de trouver effectivement des
des nouvelles manières d'appréhender les œuvres. Alors ça passe voilà, par plein de choses. Moi, je travaille depuis très longtemps avec un incubateur de start-up qui est juste à côté du Louvre-Lens. Et effectivement, c'est une réflexion qu'on avait déjà avant, mais qui, je pense, de par le contexte actuel, nous permet d'être peut-être au bon moment pour le faire. Parce que là, la question, elle est primordiale pour beaucoup de monde. Gilles, je te laisse enchaîner. J'ai cru comprendre que tu souhaitais intervenir aussi. Oui, je voulais simplement avancer crânement, hein, si je puis dire, une réponse à Florent à propos de la situation des non-voyants et malvoyants dans cette situation de crise là, avec le Covid. Alors effectivement, c'est vrai que c'est manu militari, boum, d'un seul coup, on touche plus à rien. Ça a comme le disait un petit peu Riyad tout à l'heure, aujourd'hui, l'accessibilité, le handicap de façon générale n'est pas intégré dans notre schéma social. C'est quelque chose qui vient en plus. Le plus souvent, c'est un boulet d'ailleurs. Et c'est pour ça que se poser la question de savoir comment nos amis aveugles vont pouvoir continuer à toucher, hein, aussi bien les œuvres d'art que le reste, ça passe à l'as. Et puis du coup, Manu Militari, comme tu le disais, ça vient se couper. Moi, je suis désolé, je ne suis pas tout pratique. Je suis certain qu'il y a certaines dispositions de sécurité militaire. Alors, je ne veux pas faire de raisonnement conspirationniste positif, hein, j'entends, mais je suis certain qu'on n'a pas abandonné à toucher et à manipuler tous les organes de sécurité qui permettent d'assurer justement la sécurité et la sûreté dans nos villes. On a continué à manipuler des caméras, à toucher des boutons qui faisaient que des rouges devenaient verts et des verts devenaient rouges. Donc, pourquoi, de la même façon qu'on a su obliger les hôteliers, restaurateurs et autres commerçants à mettre à disposition du gel à l'entrée de leurs établissements, éventuellement à obliger d'avoir des masques, pourquoi on ne mettait pas à disposition dans un lieu culturel des gants? Des gants, les gants type chirurgicaux, les gants fins, là, pas des gants à MAPA, et pas des moufles, hein, bien entendu. Mais pourquoi on n'a pas su mettre à disposition des gants? C'est parce que ça coûte. Et c'est non seulement parce que ça coûte, c'est pas logistiquement parlant lourd à mettre en œuvre, j'ai pas l'impression. La plupart du temps, les musées sont encadrés. Il y a des personnels qui sont dedans qui pouvaient assurer, par exemple, la distribution, la mise à disposition de ces gants pour les non-voyants. Ça, c'est une chose qui pouvait se faire. Aussi manu militari qu'on a su interdire de toucher. Alors, il y a deux choses. Je voulais Ah oui, excuse-moi Florent, moi je voulais aussi apporter une petite réponse à ta question éventuellement, vu qu'on était dans la décision publique. Maintenant, la question qu'il faudrait se poser, c'est qui a pris cette décision? Je trouve qu'à un moment, qui prend les décisions aujourd'hui de se dire, voilà, on va arrêter, on va dire aux personnes non-voyantes aujourd'hui ou malvoyantes d'arrêter le côté tactile, le toucher des œuvres. Donc, je ne sais pas, tu as une réponse déjà à ce niveau-là, Florent? Ça vient d'où cette décision un petit peu prise? Alors, moi, en fait, effectivement, il y a deux choses. Je voulais rebondir sur ce que disait Gilles alias Sandrin. J'avais en fait ce qui s'est passé déjà sur les gants. Bon, c'est vrai que c'est pas toujours extrêmement plébiscité cette question des gants parce que effectivement c'est pas top niveau du toucher. Mais bon, il y a de la veille technologique qui est mise en œuvre et voilà. Et c'est vrai que moi, je rebondis sur la décision publique, c'est-à-dire que c'est d'un seul coup, il y a une sorte de crainte, de peur et peut-être une sorte de centralisme ou de peur d'être un peu sanctionné, une sorte de principe de précaution à l'extrême qui dit que pof, on coupe ça. Et c'est marrant parce que mon collègue de Tactile Studio me disait néanmoins, dans les supermarchés, on n'a pas dit qu'il fallait porter des gants pour toucher des paquets de pâtes. Hein. Donc, ça illustre ce que tu dis, Gilles. C'est-à-dire que ce n'est pas rentré dans le logiciel, cette affaire. Voilà. Il est certainement moins compliqué de détecter un paquet de pâtes que de lire le contenu artistique d'une œuvre.
on connaît, enfin je connais, j'ai la chance de connaître les réalisations de Tactile Studio et on sait bien qu'effectivement, la sensation de toucher, les vibrations que ça procure, la façon dont on a de s'introduire dans l'œuvre en la touchant directement, c'est sûr que le gant, aussi fin et aussi protecteur soit-il, va forcément être un rempart. Mais le choix, il est simple. C'est je passe devant et puis elle m'échappe. Ou alors, je m'arrête devant et je peux quand même en profiter, à minima. À minima. Il y a un moment où je crois qu'il faut savoir aussi se contenter de ce que l'on peut avoir. Et puis après tout, chacun est responsable. Si la personne non-voyante trouve trop frustrant de ne pas pouvoir toucher l'œuvre directement avec sa chair, eh ben, de la même façon que n'importe qui touché par handicap ou pas, qui est valide, sera frustré de telle ou telle situation, on a toujours la liberté de dire je ne fais pas. Voilà. Mais au moins, il y a un choix. Là, le fait est que le manu militari, c'est boum, je claque la porte. Et généralement, quand on claque la porte, non seulement ça fait du bruit, mais très souvent, ça prend dans le nez. C'est sûr que c'est très désagréable. Non, mais c'était pour revenir, recadrer sur la décision. Bon, la décision, on est d'accord, elle a été prise, d'accord? Elle a été prise par des personnes qui se sont dit, bon, on va faire une décision générique. Parce que c'est du générique, généralement. On observe que les décisions qui sont prises, généralement, elles sont génériques. Bon, on va généraliser. Aujourd'hui, plus personne ne touche à rien. Donc, vu que plus personne ne touche à rien, donc les non-voyants ne touchent plus aux œuvres. Et en fin de compte, on s'aperçoit que dans toutes les décisions qui sont prises, malheureusement, on n'intègre jamais certaines spécificités, comme celle éventuellement de la visite au niveau du toucher tactile. On va dire que dans une visite éventuellement journalière, allez, disons qu'il y a une dizaine ou une quinzaine de personnes qui vont éventuellement venir, qui sont non-voyants et qui vont toucher cette œuvre. On n'est pas capable aujourd'hui de gérer avec des solutions éventuellement alcoolisées ou avec d'autres solutions de trouver une approche pour que ces personnes ne soient pas discriminées lors d'une crise telle que celle-ci. Je pense que c'est la décision facile pour moi. Bon, allez, plus personne ne touche à plus rien. Limite, voilà, on généralise. Peut-être que ça a été dans un esprit où on se dit, bon, voilà, on généralise pour ne pas discriminer, mais inversement, quand on prend une décision comme ça, on discrimine. Donc, à partir de là, je pense qu'il faut voir qui a pris cette décision de con, hein, on va dire le terme, hein, comme il est, et puis de quelle manière on peut lui faire comprendre aujourd'hui qu'il y a quand même des solutions et que les personnes qui vont aujourd'hui visiter les musées et découvrir ces œuvres-là, on peut aujourd'hui être en capacité de trouver des solutions intelligentes en partenariat pour leur permettre de continuer à visiter et à découvrir les œuvres dans de bonnes conditions. Moad, c'est sûr qu'il y a des dispositions pratiques. Des dispositions pratiques qui vont faire qu'on va pouvoir continuer. Mais j'en reviens à ce que je disais, je l'ai peut-être mal exprimé tout à l'heure, mais comme le disait Riyad, à partir du moment où le handicap n'est pas rentré dans notre réflexion globale sociale, je crains que la décision qui a été prise ou par la personne ou plutôt par un système, parce qu'on ne va pas stigmatiser une seule personne, mais c'est le système qui a trouvé plus facile de prendre une décision comme celle-là. Alors qu'effectivement, il y a des bénéfices, même pour les valides, à profiter du toucher d'une œuvre d'art. Et si c'était quelque chose qui était assimilé dans notre réflexion sociale, c'est-à-dire si effectivement le handicap ne devenait pas une particularité, mais une composante comme n'importe quelle autre, peut-être qu'une telle décision n'aurait pas été mise en place, ou alors des moyens palliatifs, même
qui pouvaient dégrader la sensation. C'est ce que je disais tout à l'heure, la perte de la sensation parce qu'il y a le rempart d'un film de caoutchouc, d'un film je ne sais pas quoi. Et malgré tout, il peut continuer à y avoir une sensation. Et il y a, Là, il y a le Alix, Manu Militari claque la porte. il y a Alix Pommier C'est ça, qui suggère quelque chose et qui est hyper exactement. important. Oui, bonjour. Bonjour, Anne. Je m'occupe, voilà, moi, je m'occupe pas mal de handicap. J'ai pu assister en fait à une intervention avant l'épisode du coronavirus par les équipes d'accès au public en situation de handicap du musée du Louvre, hein, qui font énormément de choses sur en particulier la petite galerie. Enfin, il y a vraiment un programme qui est très, très intense et je suis pas sûre cette décision. Alors je veux pas parler à la place des musées nationaux, mais d'abord les musées nationaux ont été fermés pendant l'épisode du corona. Et c'était surtout une histoire de gestion des risques. Et pour revenir à la comparaison qui a été faite avec le paquet de pâtes, quand vous le ramenez chez vous, vous avez la responsabilité, le choix de le nettoyer, le mettre de côté, modifier le contenant. C'est-à-dire que la responsabilité, elle vous incombe. C'est pas le cas dans le musée. C'est le musée qui a à charge de maintenir la situation, le maximum de situations sanitaires pour l'objet qui est touché. Donc ça, c'était juste par rapport à la comparaison avec le paquet de pâtes. Ensuite, je suis absolument convaincue que lorsque les musées vont pouvoir réouvrir, tous les dispositifs qui ont été faits pour assurer du meilleur accueil des populations en situation de handicap, je ne les connais pas tous. J'ai vu qu'il y avait Citeo qui participaient, mais je sais qu'il y a le musée Branly qui fait des choses absolument formidables, et donc le musée du Louvre, qui vont arriver à mettre en place des dispositifs sanitaires comme vous suggériez. Et donc, je suis pas sûre, encore une fois, je parle pas du tout au nom des musées nationaux, mais je suis pas sûre que cette décision, elle ait été une décision de non prise en compte du handicap. Et, la décision, elle a été prise de maximiser la sécurité sanitaire de tous. Et je pense que ça va reprendre. Mais c'était vraiment une histoire de gestion des risques. Vous voyez mon sentiment par rapport à ça, en fait, et je pense que vous avez raison, c'est un peu unilatéral finalement de la décision, où beaucoup d'associations, je reviens sur le CNCPH notamment, mais sur d'autres acteurs qui finalement ont eu le sentiment de ne pas avoir été sollicités, alors que peut-être des réponses existent déjà aujourd'hui. Et je pense que c'est le manque de concertation finalement qui pose problème, et c'est ce qu'on dit finalement depuis le début de ce webinaire, c'est comment est-ce qu'on s'appuie sur les gens qui vivent la situation, les associations représentatives, et on a aujourd'hui ces acteurs-là qui sont prêts à répondre à des questions que les gestionnaires de musées auraient aujourd'hui, sauf que finalement, ils ont le sentiment, et très clairement, de ne pas avoir été consultés. Donc c'est plutôt en ce sens-là, parce que finalement, et vous l'avez dit à juste titre, il y a à la fois un facteur temporaire et un élément qui laisse penser qu'on retrouvera une situation un peu plus confortable dans quelques semaines. Il y a aussi finalement des solutions sanitaires qui ont déjà été mises en place pour les autres visiteurs. Mais je pense que il aurait fallu, et à terme, je pense qu'il faudra peut-être. Pardon Nicolas, je crois qu'on t'a perdu. Je crois que ce que tu voulais dire, à la présence d'élus en situation de handicap au sein des groupes de décision. Je termine parce qu'encore une fois, c'est absolument pas mon métier. C'est que je sais que pour les grands musées nationaux, en fait, ils travaillent assez étroitement avec des associations qui viennent tester les dispositifs. C'est le cas de ce qu'ils ont fait sur l'autisme. Alors, le vrai sujet, à mon sens, c'est pas les grands musées qui se sont finalement relativement emparés de cette thématique, c'est plutôt les petits musées. Qui n'ont pas forcément de personnel dédié sur l'accessibilité des enfants. C'est un autre sujet. Oui, non, mais sans aucun doute, les petits musées n'ont pas les mêmes moyens que les grands. Les grands musées, généralement, profitent des supports étatiques. C'est rarement le cas des plus petits. Mais en tout état de cause, s'ils avaient dans leur entourage immédiat des gens qui savaient parler du handicap,
autres que les associations pour qui j'ai le plus grand respect, mais malheureusement, aujourd'hui, dans les décisions technocratiques liées au handicap, les associations, si ma mémoire est bonne, ont un avis surtout, enfin, ont un pouvoir surtout consultatif. Alors, juste pour éclairer votre lanterne par rapport à cette question fondamentale des musées nationaux et des petits musées, la réunion des établissements culturels pour l'accessibilité a décidé, qui regroupe un grand nombre d'établissements et parmi les plus grands, a décidé de faire, en fait, nous avons décidé de faire un partage de bonnes pratiques, une collecte des bonnes pratiques pour commencer à justement partager un maximum de choses par rapport à des personnes qui sont un peu perdues. On a fait une plateforme également avec le ministère. Là, je vous envoie la plateforme de partage de bonnes pratiques, accessibilitépatrimoine.fr. Et on est également en lien aussi parce qu'il y a un volet santé important. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin d'avoir accès à des études sur la santé pour pouvoir définir scientifiquement ce qui se passe. Et c'est évidemment très onéreux et très cher. Et on fait une collaboration avec les États-Unis là, pour essayer de commencer à avoir un certain nombre d'éléments aussi qui nous permettent d'éviter d'avancer dans le noir. Donc voilà, en tout cas c'est super intéressant là vos éclairages divers et variés. Voilà, aujourd'hui on a des questions, hein. On ouvre cette réflexion qui est fondamentale. Et on en revient de toute manière à la gouvernance de la décision, qui aujourd'hui prend la responsabilité de prendre des décisions qui vont dans ce sens-là. Aujourd'hui, on dit qu'il y a des petits musées malheureusement, qui ne peuvent pas mettre des solutions en place. On a des grands musées qui ont beaucoup plus de facilité à mettre ces solutions en place. Je suis d'accord avec la réflexion, il n'y a pas de souci. Maintenant, c'est vrai qu'il devrait y avoir une gouvernance, il devrait y avoir une prise en charge de ces situations au niveau de l'État pour que ce soit une décision qui nuise pas aux personnes en situation de handicap et aux qui n'auraient pas de moyens. Et c'est pareil, on a aussi la problématique de la communication. Aujourd'hui, si on a autant de personnes inquiètes et d'associations inquiètes aujourd'hui qui se posent la question, et on en revient à ces échanges avec Florent. Si Florent ne s'inquiétait pas de l'avenir sur le côté tactile de la découverte des musées, aujourd'hui, on n'en serait pas là, on n'en serait pas à aborder cette discussion. Donc, qui communique mal éventuellement, ou est-ce qu'on a une gouvernance qui permet de rassembler les informations et de rassurer les personnes en situation de handicap et de leur expliquer, voilà, on a trouvé une solution commune, ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir bientôt redécouvrir, comme tout à chacun, les œuvres et visiter les musées de la même manière ou différemment parce qu'on a trouvé des solutions éventuellement pour que vous puissiez continuer à profiter pleinement des œuvres. Donc, je pense qu'on en est là. C'est ma conclusion. Hein. J'irai dans ce sens-là. Ça donne un peu ça. Quoi. Totalement d'accord. On a perdu Nicolas, peut-être. Non, alors je ne sais pas si vous m'entendez, mais du coup, je ne vais pas remettre la caméra parce que j'ai un vrai problème de Wi-Fi. Mais effectivement, voilà, je partage tout à fait et je rebondis effectivement sur ce que tu disais. Je pense que voilà, on a besoin, et ça fait écho à ce que disait Florent tout à l'heure, de partager les bonnes pratiques, d'échanger, d'associer un maximum de parties prenantes. Je parle beaucoup de design thinking dans mon métier et je pense qu'effectivement, fondamentalement, on a besoin de ça.
Et c'est finalement les procédures, les process qu'il faut, qu'il faut bousculer un petit peu. Et je remercie Paul de l'avoir mis sur le chat. C'est, effectivement, il faut qu'on continue à rester mobilisé pour que ça change et puis pour qu'on n'ait pas finalement à avoir ce type de situation. Priscilla, je crois que vous vouliez intervenir. Bonjour à tous, désolée, je suis un peu arrivée en cours de route, j'étais aussi au séminaire de Florent. Du coup, je voulais juste vous dire, alors j'arrive en cours de route et je ne sais pas, vous parliez de décisions politiques qui ont été prises par rapport au tactile, mais je suis assez surprise parce que finalement, je fais partie d'un groupe dans l'ARECA et les musées se posent cette question du retour aux maquettes tactiles et par exemple, le musée du Quai Branly a ouvert et ils ont laissé leurs maquettes disponibles avec du gel hydroalcoolique, des protocoles sanitaires sans doute un peu plus développés. Donc voilà, je ne sais pas trop. Priscilla, excuse-moi pour préciser, on se demandait qui avait pris cette décision éventuellement. Cette décision aujourd'hui de ne pas toucher les œuvres, le côté tactile. Donc c'est bien le sujet que Florent a voulu développer aujourd'hui. Et nous, on était sur l'axe de la décision publique. On travaillait pour voir un petit peu de quelle manière on pouvait améliorer la décision publique sur ce webinaire. Et pour rebondir à ce que disait Florent, je me suis dit, la question que je lui ai posée quelque part, c'est qui s'est permis de prendre cette décision, qui a mis cette décision en place de ne pas aujourd'hui pouvoir toucher les œuvres, comment elle s'est prise. De manière générale, pas forcément sur le tactile. Voilà, tout à fait. Mais si, sur le tactile aussi, d'ailleurs, en particulier, vu qu'on parlait spécifiquement du tactile. Alors après, ça fait écho, Moad, finalement, à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est que probablement, c'est une situation un peu temporaire, ou en tout cas de transition vers un retour à la normale. En tout cas, on l'espère, avec évidemment une prise en compte des enjeux sanitaires. Mais c'est vrai que voilà, je ne sais pas si vous étiez là tout à l'heure quand je le disais, mais on s'interrogeait en tout cas tout à l'heure sur finalement le manque de concertation parfois avec certains acteurs. Et donc du coup, forcément, comme comme assez souvent, on se dit, voilà, finalement, la décision, elle vient de qui? Elle vient d'où finalement? Est-ce que c'est les musées qui ont pris la décision d'eux ou est-ce que ça leur a été imposé par telle ou telle autorité? Et c'était vraiment en ce sens-là, non pas simplement pour aller chercher le responsable, mais plutôt pour essayer de se dire, tiens, comment finalement est-ce qu'on peut éviter que ce genre de situation se reproduise, dans le sens où il y a des solutions qui existent et des bonnes pratiques qui sont déjà mises en place par des acteurs de la culture, et comment est-ce qu'on peut finalement s'inspirer de ça plutôt que de verrouiller toutes les portes. D'accord. En tout cas, moi, pour être en contact avec pas mal de référents accessibilité par rapport à l'ARECA, j'ai le sentiment qu'ils sont vraiment en réflexion sur on rouvre nos musées, on rouvre à tout le monde et du coup, on réfléchit à des solutions pour que le tactile puisse être disponible. Là, les premières préconisations dans les musées, en tout cas parisiens, c'est qu'une personne en situation de handicap vienne avec un accompagnateur, ce qui n'est pas non plus la solution idéale, mais en tout cas pour leur éviter les problématiques, notamment nous, ce qu'on a remarqué au sein d'Accès Culture, nous c'est tout pendant spectacle vivant et accessibilité pour les personnes aveugles, malvoyantes, sourdes et malentendantes, c'est qu'il y a une question où les publics ont besoin d'être rassurés, donc on a besoin de leur communiquer tout ce qui est mis en place pour eux, mais ils ont hâte de revenir dans les structures. Après, les théâtres n'ont pas encore pleinement rouvert, donc cette question-là est plus complexe, mais il y a toute une partie sur les gestes et les protocoles qui sont des éléments visuels. Et c'est là-dessus où les agents d'accueil et où les musées ont à faire pour bien communiquer, pour que les gens se sentent rassurés et